Bonjour à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue à cet échange très intéressant avec des sujets vraiment qui nous parlent tous et qui parlent aussi en général, je dirais aussi à tout le monde, puisque oui, c'est aussi pour la communauté LGBTQIA+ queer, mais pour tout le monde, parce que dans chaque famille, quelque part, ici ou ailleurs dans le monde, nous avons tous une personne autour de nous, ou nous-mêmes, ou même deux, ou même trois, ou toute la famille concernée. Alors, merci d'être là. Et bien voilà, nous avons de magnifiques invités avec nous aujourd'hui. Je vais commencer alors par ma gauche et voilà, vous allez vous présenter et notre public. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Brahim Naïk-Balk. Je vis actuellement à Paris et je suis auteur du livre qui est sorti en 2009, Un homo dans la cité, qui raconte la difficulté d'être gay dans la culture maghrébine et aussi dans la cité parisienne où j'ai été violenté et violé à plusieurs reprises. Donc, je parle sans haine de mon histoire dans cet ouvrage qui est une autobiographie. Et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, Dianka. Je vais me présenter Hassan Jarfi. C'est la deuxième fois que je suis invité par Expression Mixte. Et je tiens à remercier principalement. Je suis désolé, mais pour moi, Expression Mixte, c'est Raphaël. Mais j'oublie toujours ton prénom. Federico. Federico, portugais. Italien. Il va dire faut pas l'inciter. Bah, franchement, je suis très heureux de venir et j'aimerais bien qu'on fasse un bout de chemin ensemble pour le temps qui nous reste encore. Et je suis très touché par la rencontre de Brahim. Tanmirt Behra. Tu sais ce que ça veut dire, Tanmirt Behra? Tanmirt Behra, en amazigh, en berbère, ça veut dire merci beaucoup. Voilà, Tanmirt, ça veut dire merci. Et vous savez qu'il y a une revendication aujourd'hui au Maroc. Non, je parle beaucoup. Je continue tout à l'heure. Merci. Vous nous parlerez donc de cette revendication au Maroc. On en reviendra dessus. À ma droite. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Fabrice Guéna, je suis de Montréal. J'habite actuellement entre Montréal et Cotonou, en Afrique. Je suis militant LGBT, afro-queer depuis de longues années, une vingtaine d'années. Et je viens de publier donc, ce livre Afro-queer qui est sorti le 7 mai à Montréal, qui est un recueil de récits, de portraits de 25 personnes noires et queer qui racontent leurs récits, leur parcours de vie. Bien sûr, le but étant de déconstruire l'homophobie de façon générale et surtout dans les communautés noires. Voilà, je suis très, très heureux de partager ce débat avec Hassan, dont j'avais vu des extraits dans une vidéo depuis Montréal. J'étais ému par son témoignage. Et bien sûr, je suis content de partager avec Brahim également et son livre que j'ai acheté. Et puis, bien sûr, de partager la scène avec notre cher Bianca. Merci beaucoup, merci. Merci à vous pour votre présentation. Et moi, voilà, on l'a dit plusieurs fois, c'est Dianka Songo, je suis chanteuse, je suis aussi actrice et je suis aussi engagée dans les débats, les échanges comme aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été à la Rainbow House et c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi un peu sur tous les plateaux médias et autres de débats. Alors, nous allons passer dans le vif du sujet. On va donner un peu plus la parole effectivement à Hassan, puisque Hassan, aujourd'hui c'est l'Aïd, d'ailleurs, joyeux l'Aïd. Et alors, on va donner effectivement plus la parole à Hassan dans un premier temps pour que voilà, pour qu'il ait son moment et le temps venu nous quittera et puis on continuera par la suite avec donc Brahim et aussi Fabrice. Voilà. Alors ici, nous parlerons de queer racisé. Pourquoi doit-on parler
de queer racisés, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde africain. Je passe la parole donc à Hassan. Voilà, donc moi je suis ici, vous savez très bien que vous savez très bien que lorsqu'il y a eu un drame, il a enlevé Issane à la vie, il a arraché mon fils à la vie et en même temps il m'a jeté dans un univers que je ne connaissais pas du tout et je ne savais pas dans quel monde j'allais mettre le pied. En réalité, c'était dans le vrai monde. C'est comme un peu la caverne. On pensait vivre dans un monde qui était tranquille, confortable, et on menait sa vie tranquillement jusqu'au moment où il y a eu ce jet comme une catapulte dans la réalité pour dire, écoute, le monde dans lequel tu vis, c'était une illusion, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le monde qui discrimine les gens, qui sépare les gens en plusieurs catégories. Il a commencé par la partie binaire, il y a des hommes, il y a des femmes, il n'y a pas autre chose. Et la réalité, elle montre tout à fait le contraire, qu'il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes, mais il y a une fluidité qui fait qu'il y a des hommes qui sont nés hommes mais qui n'ont pas envie de le rester, qui ont envie de devenir des femmes parce qu'elles se sentent comme ça, des femmes qui se sentent hommes et qui ont envie de le devenir malgré leur physique. Et le monde est là pour appuyer. Heureusement qu'il y a des pays qui ont reconnu cela, comme le Canada, justement, ainsi que l'Australie, le Portugal. Enfin, je n'ai pas ça en tête, mais il y a quand même quelques pays qui l'ont reconnu, qui ont mis des moyens en place pour que les personnes puissent un petit peu s'identifier et vivre comme elles ont souhaité être identifiées. Mon gamin, vous le savez bien, il avait un corps d'homme, mais il vivait en tant que femme parce qu'il se sentait comme ça, il se sentait homosexuel, mais la société l'a empêché de le faire. Et le problème de pouvoir lui faire justice et lui rendre un petit peu son identité, c'est que nous n'avons pas affaire à une guerre organisée, mais c'est un petit peu une guerre, comment on appelle ça? C'est un petit peu des bandes qui se cachent, des guérillas. Une guérilla, l'homophobie est une guérilla. Elle n'est pas une guerre, une guerre organisée, une guerre classique. C'est une guérilla parce qu'elle se cache au milieu de la population et au moment où vous ne l'attendez pas, elle sort pour faire ses coups et disparaître. Allez chercher qui est homophobe. Aujourd'hui, tout le monde vous dira qu'il ne l'est pas. La plupart des gens vous diront qu'ils ne le sont pas. Et malheureusement, il y en a encore et on ne sait pas, nous n'avons pas un détecteur d'homophobes pour dire, voilà, ces gens-là sont homophobes, ils sont contraires aux principes de la vie. Et c'est comme des cellules mortes qui sont là, des cellules dormantes, je voulais dire, qui sont là et qui sont en train de reproduire l'homophobie. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent des enfants, des éducations, ils les produisent en tant qu'homophobes sans le savoir. Et c'est ça qui rend le travail très difficile. La seule façon de lutter contre ça, c'est d'aller dans la société, dans le domaine, de fouiller, comme Brahim, dans son livre, je pense qu'il en parle, il parle de cette douleur-là, de pouvoir rester ce qu'on a envie d'être au milieu de la population. Et il n'est pas écrit sur le front des gens, ils sont homophobes, qui ne le sont pas. Mais parfois, on pense que les homophobes sont toujours ceux qui sont extrême droite, de droite, etc. Non, parfois, aujourd'hui, je suis sûr et certain que le discours n'est plus un discours de gauche ou de droite, c'est un discours, on peut trouver chez la droite un discours de gauche et on peut trouver chez la gauche un discours de droite, ce qui rend la tâche encore plus difficile. C'est pour cette raison-là que j'estime que la seule façon de rendre un petit peu la vie facile à tout le monde, d'évoluer vers un monde où les gens peuvent vivre comme ils le souhaitent, avec tous les droits que tout le monde a, dignement, et que chacun puisse avoir sa place comme il le souhaite,
c'est justement d'aller dans cette forme de guerre qui est un petit peu difficile et d'essayer de lutter contre ces stéréotypes, ces préjugés et d'aller là où il faut, de savoir comment il faut faire, chez qui il faut le faire, de la manière dont il faut le faire. Et ça, c'est très important et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà un petit peu ce qui est la philosophie de l'action que j'ai pu mener depuis la mort de mon fils et je pourrais répondre aux questions sur ce que nous avons fait, sur ce que nous faisons de manière à rejoindre ce que Expression Mixte est en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais aussi donner la parole pour rebondir peut-être sur ce que Hassan vient de dire par rapport aux enjeux, par rapport aux enjeux de l'homophobie sur sur la société queer racisée ou la société queer en général même. Est-ce que le... Allô, oui. Donc, effectivement, quand on parle d'homophobie, moi, en tant que personne noire, en tant que personne afro-queer, c'est important de me situer, de savoir est-ce que je parle depuis un environnement, depuis l'Afrique subsaharienne, où la notion de racisme n'est pas présente, ou est-ce que je parle à partir de l'Occident, où il y a une population à majorité blanche. Et quand on se retrouve donc dans cet espace, on a donc une double discrimination qui existe. D'une part, le racisme que vont subir les personnes racisées, et d'autre part, bien sûr, tout ce qui est LGBTQ+, phobie. Dans cette double discrimination, donc il est important de prendre en considération cette double discrimination. Et quand on lutte contre les discriminations, il faut les voir de façon globale. Parce que si on ne combat que l'homophobie, que la transphobie, ben, il y a un autre pan qui reste présent. Et c'est pour ça que je, en tant que personne noire et queer, j'ai donc initié l'écriture de ce recueil qui recueille donc des histoires de vie, des parcours de vie. Et dans ce recueil de 25 personnes, plusieurs vivent justement. Il y en a un qui vit en Belgique, Martin Nozam, qui est artiste, danseur, chorégraphe, qui vit ici à Bruxelles. Il y en a en France, Louis Georgetin, qui est l'initiateur de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. Il y a Jérémy Clamy, qui est rugbyman martiniquais. Et puis également, il y en a qui vivent à Montréal, au Canada. Donc, effectivement, c'est important pour tous les groupes racisés, pas seulement les Noirs, mais les personnes arabes, les personnes asiatiques, les personnes autochtones au Canada, elles aussi, elles vivent et à la fois l'homophobie, la transphobie et à la fois le racisme. Donc, c'est des problématiques qu'il faut vraiment, comme je dis, traiter de façon globale. Bien sûr, à la classe sociale aussi, la pauvreté. Donc, l'intersectionnalité de nos luttes doit être très, très présente. Sinon, on résout le problème, juste une seule partie du problème. Donc, on va aller plus en détail parce que nous tous qui vivons souvent en marge de la société, on se retrouve invisibilisés dans la communauté queer. Quand on vit en Occident, les groupes racisés se retrouvent invisibilisés et se trouvent marginalisés. La preuve, lorsqu'elles créent leurs associations et qu'elles veulent du financement, ben, c'est très, très difficile à obtenir. Tous ces groupes on va dire quoi, marginalisés, pour asseoir les structures, c'est très, très difficile. L'exemple le plus flagrant, c'est Arc-en-Ciel d'Afrique à Montréal, qui a été un organisme majeur, qui a été créé en 2004. Malheureusement, en 2018-2019, il a dû disparaître. Pourquoi? Mais parce qu'il manquait de fonds. Il était à la marge de la société, invisibilisé. Donc, c'est important de reconnaître aussi que oui, on existe dans la communauté queer. Il n'y a pas que les queers LGBT blancs, nous existons. Et pour cela, il faudrait que nous prenions également notre place, que nous prenions la parole, que nous archivions aussi nos histoires comme ça. Également, ce que fait Expression Mixte par l'organisation de ce festival, c'est exister, c'est dire nous existons.
Donc, vraiment, je profite pour saluer l'initiative de ce festival. C'est une façon d'exister pour qu'on puisse ensemble mieux combattre les injustices dans nos communautés respectives. Merci beaucoup, Fabrice. Brahim. En ce qui me concerne, je suis vraiment très heureux de rencontrer donc Fabrice et Hassan. Hassan, où l'histoire de son fils rejoint un peu, on va dire, à la mienne. J'ai donc ce livre, Un homo dans la cité, qui raconte la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine, dans la cité où j'ai été victime de viols. Et la plupart de ces viols ont été commis par des personnes de confession musulmane, des personnes nées en France, originaires du Maghreb ou d'Afrique noire la plupart du temps. Et ces personnes qui m'ont agressé et violé pendant plusieurs années, ce sont des personnes qui ont un profil, on va dire, d'agresseurs, d'homophobes, mais qui refoulaient une homosexualité. Et c'est ça qui a vraiment de terrible dans nos cultures. Il y a cette culture du cachet, où aujourd'hui il s'agit de briser les tabous, oser dire qui on est à ces gens-là pour aussi les faire évoluer. Parce que malheureusement, je le constate encore aujourd'hui, je me rends souvent en ce moment au Maroc, plus souvent que autrefois, depuis le décès de mon père il y a 7 ans. J'y avais rencontré donc un ami, qui est à l'heure actuelle mon ami, qui a une trentaine d'années et qui vit au Maroc. Et quand je vois encore la difficulté d'être homosexuel au Maroc, Dieu sait qu'il y a de nombreuses personnes qui sont homos et qui vivent cachées et qui, encore une fois, eh bien, ça se passe aussi en Occident, chez les catholiques et les chrétiens, bien sûr, mais c'est encore plus prononcé dans nos cultures parce qu'en gros, l'homosexualité, pour eux, quand on a des rapports avec un mec, c'est joué parce qu'à un moment donné, il faut songer à se cacher derrière le rang social, à avoir une femme et des enfants. Et c'est ça que je voudrais faire tomber un peu, faire tomber cette schizophrénie qui nous ronge et qui nous fait mal, en fait. Et dans mon ouvrage, je parle sans haine. Le livre s'adresse avant tout à mes agresseurs. Il s'adresse aussi à la société dans l'ensemble, puisque même dans le monde du travail, j'ai été victime aussi, on va dire, j'ai été mis au placard et de côté quand on a compris que j'étais homosexuel, parce que quand j'ai été agressé par des jeunes dans le cadre de mon travail, en gros, on sentait que j'étais homosexuel. Donc, et j'en parle dans mon livre, mon directeur de l'époque où je travaillais dans une association sportive a décidé tout simplement de me mettre au placard, que je m'occupe tout ce qui concerne des choses qui sont en rapport avec l'administratif et plus au contact avec les jeunes, parce que j'ai été aussi discriminé par ma boîte. Et c'est un message aussi qui s'adresse à ma famille, où je me suis longtemps caché, parce que je n'osais pas dire qui j'étais, parce qu'à l'époque, je n'assumais pas mon homosexualité. Et là, je suis vraiment très heureux de rencontrer Hassan, qui est un véritable exemple, malgré malheureusement le drame qui est arrivé à son fils. Il a du courage d'aller de l'avant et expliquer les choses. Et ça, on a besoin de gens comme Hassan, comme on a besoin de personnes comme Fabrice. Et souvent, c'est bien aussi que ce soit nous qui combattions sur le terrain, parce que souvent, la plupart du temps, dans les pays, on va dire, musulmans et de confession musulmane, quand on parle d'homosexualité, on a toujours tendance à penser que c'est un mal de l'Occident, c'est une maladie de l'Occident. Donc il faut de plus en plus de gens comme nous qui tapent le poing sur la table et qui expliquent un certain nombre de choses. En ce qui me concerne, je n'ai pas de risque avec quoi que ce soit, donc je me bats. Et ce que je sais, c'est que j'aide beaucoup de gens. On fait souvent le tour de la France aussi parce que il y a une troupe de théâtre qui a repris mon histoire, euh, donc qui a adapté mon histoire en pièces qui se jouent dans les écoles. Ce sont 2 comédiens français d'origine algérienne qui jouent mon histoire dans les écoles, dans les communes. Et ce qui est intéressant, souvent, c'est les mêmes qui réagissent. Et on voit, par exemple, les mômes, quand on parle d'homosexualité, quand on voit 2 mecs qui se rapprochent un peu, qui essaient de s'embrasser, on voit les mômes qui baissent les yeux et qui ont honte avec ça, alors qu'ils ont à peine 15-16 ans. Et j'ai le souvenir, c'est comme si c'était mes parents autrefois, quand on regardait un film et qu'on voyait un couple s'embrasser, et qui baissaient la tête. Et je me dis, mais comment on peut expliquer des jeunes nés en France avec encore cette attitude-là? Et donc c'est tout ça qu'il faut déconstruire pour les aider aussi, parce que quand je fais des interventions en milieu scolaire, quelques personnes ont osé dire merci pour votre passage, ben, je suis homosexuel
Et ça me fait du bien d'entendre et de vous rencontrer. Voilà. Et notre combat, tous autant qu'on est aujourd'hui, c'est ça, c'est de transmettre, c'est de tendre la main pour aider ceux qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas encore s'assumer et s'affirmer comme c'était pour moi autrefois. Merci beaucoup, merci Ibrahim. Nous allons revenir plus tard sur ces sujets-là des queers en cité et autres avec Fabrice Ibrahim. Maintenant, je vais redonner la parole à Hassan de nous parler encore un peu plus de la fondation et aussi des programmes à suivre par rapport à la fondation. Merci. Merci, j'ai dressé un petit tableau pour vous donner un petit aperçu qui va commencer par le dernier événement donc je vais vous dire ce que la Fondation a réalisé, en partie, parce que tout n'est pas là. Donc le 5 juin 2024, le président de la Fondation, Jean-Paul Lacombe, a participé à une conférence qui siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la liberté d'expression et les réunions des personnes LGBTQIA+, en Europe et les menaces qui entourent nos libertés. Du 16 au 18 mai, on a fait quelque chose avec la... Ah oui, d'accord, c'était à l'invitation de la Rainbow COP ici à Bruxelles, où la Fondation a participé en prenant la parole sur la thématique. Le 28 avril, c'était à la Maison Arc-en-Ciel de Liège et les Grignoux, une participation de notre coordinatrice. Le 23 avril, la Fondation Issam Jarfi a collaboré avec le Théâtre Universel, et ça c'est très important, universitaire. C'est une troupe de théâtre qui est venue du Qatar, je crois, si je me rappelle bien. On pourrait penser que c'est un pays qui est assez islamisé. Or, c'est deux personnes qui ont joué une pièce de théâtre et que la Fondation va réinviter l'année prochaine pour jouer cette pièce parce que c'est surtitré, donc ça ne pose pas de problème. Et ça s'appelle Rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, c'est quoi? C'est une personne gay qui discute avec son âme, qui discute avec son âme. Et on voit le corps qui revendique sa sexualité masculine et que l'âme s'exprime en tant que sexualité féminine. Et toute la pièce dure sur ce débat-là d'une personne avec elle-même. Nous avons trouvé que cette pièce était tellement formidable parce qu'elle montre le désarroi, la douleur de la personne, l'intervention du papa et de la société, etc. pendant presque une heure. Bon, j'estime que c'est quelque chose à voir et on va s'occuper de traduire le surtitrage. Il est en anglais, on va le simplifier en français. Le 22 avril, c'était donc c'était l'anniversaire de la disparition d'Issan. Et ça a été fait ici, devant la fresque, ici à Bruxelles. On a célébré ce moment-là. Le 19 avril, c'était une commémoration à la mémoire d'Issan qui a été donc faite devant la stèle, où il a été enlevé à Liège. Le 3 avril, devant le Parlement bruxellois, c'était une réflexion sur la colocation en milieu donc gay et diversifié. Le 21 février, sur le colloque sur l'impact des plateformes en ligne sur l'audience et la propagation du discours haineux. Ça a été organisé à l'Université de Liège par la Fondation. Le 11 décembre, j'ai participé à la projection du film Amal, ici à Bruxelles, où j'ai pris un petit peu la parole pour donner le point de vue là-dessus, parce que je suppose qu'on a déjà vu le film Amal, et qu'il montre un petit peu la vie d'une classe homophobe contre un professeur qui essaie de faire passer le message et qui n'y arrive malheureusement pas. Le 25 novembre, on a marché en mémoire d'Issan. C'était à Bruxelles. Merci, Achille.
qui était à l'origine de cette organisation et qui était la cheville ouvrière de ce mouvement-là. Le 18 octobre, avec l'Opéra Royal de Wallonie, c'était le Barbier de Séville. On a donc pu profiter de la vente de ces billets pour la fondation. Et cette soirée a permis de récolter des fonds qui serviront à soutenir les projets de lutte contre les discriminations. Le 18 mai, le Challenge Jarfi, un tournoi de foot organisé à Liège et qui va bientôt avoir lieu encore à nouveau au mois d'août, je pense. On a réuni plusieurs équipes et nous avons eu la participation de Joachim Munonga. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Joachim Munonga, ça ne vous dit rien. C'est un joueur de renommée internationale. Il est noir et il a été victime de racisme quand il jouait en Italie, où le public criait en imitant des cris des singes et en jetant des pots de banane. Pardon? Voilà. Eh ben, c'était Munonga qui était venu là. Il avait le brassard arc-en-ciel et il disait: on me voit avec le brassard arc-en-ciel, je ne fais pas la promotion de l'homosexualité, mais je dis que tout le monde a droit à la vie, que tout le monde a droit à avoir une vie digne. Et c'est ça qui a calmé, parce que les jeunes, ils étaient là, ils buvaient ses paroles lorsqu'il leur parlait. C'est quelqu'un qui est formidable et qui a bien défendu et le racisme et la diversité. Le 24 avril, j'étais invité à la première du film Animals, que vous avez certainement vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder les deux films, Amal et Animals, pour avoir votre propre point de vue sur la lutte contre l'homophobie, justement, et l'obscurantisme. Le 28 janvier 2023, j'ai eu le prix de Howard. Ce sont 150 villes européennes qui nous ont donné le titre de meilleur défendeur des droits de l'homme en Europe, 150 villes à l'unanimité. Et je finis avec le Palais Royal, où le 1er décembre 2022, j'ai été reçu par le roi et nommé commandeur de l'ordre de Léopold. Je me suis permis d'arrêter à cet événement royal. Voilà. Maintenant, je ne vous ai pas dit que chaque semaine, en tout cas l'année dernière, chaque semaine, j'allais dans 3 écoles. Les 3 écoles, ce ne sont pas des écoles à proximité, c'est parfois à Leuze, aller de Liège jusqu'à Leuze, aller jusqu'à Moucron, aller jusqu'à Malmedy, à Eupen, à Verviers, un petit peu partout, à Charleroi, à Namur, où j'ai participé à plusieurs réunions, justement, avec des associations de la lutte contre le sida, etc. Comment mettre en place. Et l'année prochaine, on aura un partenariat pour le programme EVRAS qu'on pourra défendre dans les écoles de Namur. Parallèlement à cela, je donne cours au CPAS, aux articles 60. Ils sont obligés de venir, donc c'est une fois tous les 15 jours. Ce n'est pas la même équipe, c'est toujours des gens différents. Entre 15 et 20 personnes viennent voir ce que je leur raconte pendant 2 heures et demie sur la diversité, sur la loi au travail, les discriminations. Et la plupart des gens sont souvent d'origine arabo-musulmane ou africaine et parfois ça pose quelques problèmes. S'agissant que si le patron est homosexuel et qu'il vient mettre la main sur l'épaule du garçon pour lui dire « tu as fait un bon travail, je te remercie », est-ce qu'il aurait la même sensation, la même réaction que si c'était quelqu'un d'autre qui n'est pas homosexuel qui poserait la main? Alors là, on pénètre vraiment dans la question et parfois, l'avant-dernière fois, je pense que j'ai été insulté par un Irakien, mais n'a pas osé le crier très fort, mais en murmurant, mais suffisamment fort pour que je puisse l'entendre. Évidemment, j'ai rapporté cela à la direction pour vous dire que ce n'est pas toujours facile. À Malmedy, un professeur de religion islamique a interdit à ses élèves de venir suivre ma prestation. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec ce professeur-là pour aller discuter et pour voir un petit peu les raisons qui le poussent à priver ses élèves
de participer à ce que j'allais dire alors que les autres allaient en bénéficier. Pourquoi cette forme de double discrimination? Parfois, on reçoit des messages, mais je ne regarde pas le côté négatif. Je pense que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'objectiver ce que nous sommes en train de faire et d'avoir des feedbacks. Des feedbacks, c'est-à-dire le résultat de ce que nous avons fait. Qu'est-ce que ça donne dans la société réellement? Pour ça qu'il y a une semaine, je suis allé dans une école spéciale devant 70 élèves et on m'avait signalé que c'était une classe très, très difficile. Or, tout le monde était silencieux quand je prenais la parole et j'avais ciblé la personne qui me paraissait la plus homophobe dans le groupe. Je crois que c'était Adil, et grand, sourire un petit peu cynique. Je dis à Adil, bon voilà, je t'ai choisi pour venir avec d'autres personnes, mais je vais te poser la question suivante. Tu vas te marier, Inch'Allah, tu auras des enfants, Inch'Allah, et tu auras un fils. À l'âge de 18 ans, ton fils va te dire, papa, je te présente mon mari. Quelle serait ta réaction? Eh bien, contrairement à nos propres préjugés, il avait dit, ben, c'est sa vie. Bon, pour moi, ça ne change rien. Ça reste mon fils, etc. Alors qu'au départ, je l'avais ciblé en tant que homophobe potentiel. C'est pour dire que parfois, nous sommes à côté de la réalité et qu'il suffit vraiment d'aller vers la personne, de discuter avec la personne pour avoir une position là-dessus. Voilà, je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement, pour votre lutte, pour ces belles actions, toutes ces dates que vous nous avez données et celles à venir aussi. Et puis, je pense qu'on peut trouver toutes ces dates-là et ces actions sur le site de la Fondation. Merci. Il y a plus de dates donc, sur la Fondation. Si vous voulez en savoir plus, allez-y, n'hésitez pas à aller sur le site. Et puis, on peut aussi vous contacter. Hein. Il y a Danae qui est coordinatrice, il y a Aileen aussi qui est donc assistante parce que je n'ai pas parlé du refuge. Le refuge a été créé par la Fondation car au départ, on se limitait à faire des appels d'offres et à distribuer ce qu'on gagnait comme argent à l'organisation des événements. Puis on est passé en première ligne, on a organisé le refuge qui nous coûte à peu près 700 € par résident par mois. On reçoit les résidents qui ont fait leur coming out et que cela s'est mal passé et qui se sont retrouvés dans la rue. Il y a une éducatrice attitrée là, qui les accompagne au CPAS pour obtenir un revenu et aussi pour faire les démarches administratives, soit pour reprendre des études. Parallèlement à cela, on fait des tentatives pour renouer contact avec la famille de manière à ce que l'enfant ou la personne puisse revenir à la maison au milieu des siens et que les choses se passent de manière différente. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien objectiver. Est-ce que les parents veulent s'en débarrasser afin qu'ils puissent obtenir un revenu et puis garder les contacts? Cela a été prouvé une fois ou deux. Ou alors, est-ce que c'est vraiment un problème culturel? Et à ce moment-là, quand on présente aux parents la loi en Belgique qui parle des discriminations, des articles, etc., ce qu'on risque en disant à quelqu'un sale pédé, ce qu'on risque, etc., on voit tout de suite que l'attitude change et surtout s'il y a la menace du retrait du titre de séjour qui se trouve donc, qui fait l'objet d'une sanction probable. Voilà. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que malheureusement, comme vous le savez aujourd'hui, il y a la fête du mouton et je trouve que Abraham, le prophète, je ne sais pas s'il a jamais été en Arabie. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure qu'au Maroc, il y a une forme de soulèvement actuellement sur la revendication de la non-arabité de la population, c'est-à-dire que la plupart des gens sont des gens berbères, amazirs, comme moi et comme Brahim, et qu'on dit on n'a plus rien à voir avec le monde arabe. Le monde arabe, c'est l'Arabie, ils ont leur culture, leur tradition, tandis que nous avons des traditions qui sont beaucoup plus anciennes que les traditions islamiques. Et on revendique cela, notamment par l'écriture qui commence de gauche à droite, par la prononciation et par le refus de parler arabe et de parler français ou amazigh. En même temps, il y a toute une ouverture. Vous savez que dans les communautés berbères, il n'y a jamais eu de peine de mort.
quand quelqu'un fait une bêtise ou fait une erreur très très grave, le pire des châtiments qu'il peut avoir, c'est une forme d'éloignement de la tribu pendant un certain nombre de jours, de manière à lui permettre de réfléchir et de revenir au milieu de la tribu dans laquelle il sera donc surveillé. Alors que dans la communauté arabe, c'est tout de suite la peine de mort, le châtiment de se prendre comme un soldat de Dieu. Alors que dans la communauté berbère, la femme peut s'éloigner de l'homme parce qu'elle ne l'aime pas. C'est vraiment la religion de la montagne par rapport à la religion de la plaine. C'est ça qui est différent. Je peux parler longtemps, mais on n'a pas le temps. Merci. Oui, je donnerai donc la parole aussi à... Oui, parce que je pense que oui, on passera, voilà. On va donc, voilà, pour Hassan. Merci. Bonjour. Enchantée de vous voir devant moi. Donc voilà, je me présente, Ève. Donc je suis la maman de 2 enfants sur 3 homosexuels. Et surtout enseignante ici à Bruxelles, dans une école des plus, c'est-à-dire pour les Français, les écoles de cité, avec un public maghrébin à 99%. Et donc, j'ai organisé avec ma classe une visite, enfin, une séance cinéma ici pour voir votre film, enfin, le film qui parle de votre fils. Malheureusement, ça s'est très, 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 très mal passé. Donc, aussi, un professeur de religion islamique, plus tous mes confrères, ont vraiment mis la pression à mes élèves pour qu'ils ne viennent pas voir le film. Donc, on avait réservé au Palace 35 places. On s'est retrouvés à 8 élèves. Et donc, après, on devait faire une visite. Enfin, vous deviez, avec le réalisateur, venir dans l'école, mais on n'a pas donné suite parce que vraiment, moi, je subis encore, à l'heure actuelle, des représailles de mes collègues par rapport à ça. Donc, j'ai été harcelée pendant 2 ans par un professeur qui a très, très mal pris la chose. On a fait en sorte que mes élèves ne me suivent pas, etc. Donc voilà, moi, en étant maman et enseignante ici à Bruxelles, déjà, mon fils ne vit pas tout le temps à Bruxelles. Il est danseur chorégraphe. Et donc, en fait, quand il n'est pas à Bruxelles, je suis très contente. Parce que quand il prend le tram et on passe dans les côtés, voilà, très islamophobes de Bruxelles, j'ai une hantise de le savoir dans Bruxelles parce que je trouve qu'il y a vraiment un très, très mauvais sentiment, très agressif envers les homosexuels. Et donc, ça, c'est une chose. Et puis, en tant qu'enseignante, je me dis, mais mon Dieu, quoi, c'est super interpellant de les voir si fermés sur ce problème. Enfin, un exemple, je fais des cours de dessin dans mon enseignement et j'ai eu le malheur de faire une déclinaison de couleurs. Donc, si vous comprenez, j'ai dû faire un arc-en-ciel. Mon Dieu! Voilà, donc l'arc-en-ciel, mais non, madame, on ne fait pas d'arc-en-ciel. Non, mais l'arc-en-ciel, c'est les couleurs, en fait. Donc, ça va jusque-là. Donc, il y a 2 ans, un pauvre jeune homme homosexuel s'est inscrit dans notre école. Il a résisté 2 heures. Et donc, il est ressorti avec un nez cassé. Voilà. Donc, cette année, j'ai le bonheur de rencontrer 3 professeurs homosexuels dans mon école. Je me suis demandé si ils n'étaient pas descendus sur Mars. Mais non, ils sont là et on sait qu'ils sont homosexuels. Ils ne cachent rien du tout. Et je me dis, mon Dieu, allez, une petite porte ouverte vers la rencontre avec d'autres personnes. Mais quand je vois mes élèves et la manière dont ils parlent, franchement, j'ai froid dans le dos. Ça me fait très, très peur. Et donc, voilà. Et je trouve qu'à Bruxelles, il y a vraiment des sentiments
Je vous dis, plusieurs fois avec mon mari, même on était dans le tram avec mon fils. Mon fils met un chapeau, etc. Et on sent directement deux jeunes hommes qui le harcèlent des yeux et qui veulent essayer d'avoir un contact avec lui, évidemment pas agréable. Donc moi, je sors les crocs tout de suite. Mais voilà, je me dis qu'on est encore loin du compte. Et dans nos écoles, discrimination positive, je me demande qu'est-ce qui est positif encore. Donc voilà. Et effectivement, moi, j'ai un professeur de religion musulmane qui est juste derrière le mur de ma classe. Et quand j'entends ce qu'il dit, donc là, on est là pour parler de LGBT+, etc., mais ça prend des ampleurs incroyables quand c'est pas sur les juifs, quand c'est pas sur ci, quand c'est pas sur là. Je comprends pas qu'un professeur de religion islamique puisse encore professer, enseigner et être si virulent, quoi. Donc, voilà. Je sais pas où vont les choses, mais voilà. Donc, je suis désolée que notre rencontre soit tombée à l'eau, mais il s'agissait de pouvoir résister en tant qu'enseignante dans cette école, mais peut-être un jour. Je devais venir dans votre école. Oui, C'était l'Athénée quand? Royal Bruxelles 2. C'était quand? C'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, je pense, maintenant. C'était quelle excuse que j'avais donnée? Non, c'est moi qui ai dû mettre fin avec enfin, avec le réalisateur. On a décidé Bien, d'annuler. oui. Bah, écoutez, on peut relever le défi. Oui, peut-être. Je serais vraiment pour revenir dans votre établissement parce que franchement, je n'ai pas peur de rencontrer ces élèves-là. On m'a parlé d'une école ici à Bruxelles, une école de réseau libre. On avait dit attention, les élèves sont homophobes d'ailleurs. On a fait venir la police qui va se présenter comme animateur social, qui va se mettre au fond de la classe au cas où il y aurait des problèmes. Je suis arrivé, il y avait des foulards, il y avait des barbes, etc. Eh bien, je vais vous étonner, je crois que vous aurez l'impression que je ne vois pas les choses de la même manière, mais je n'ai jamais été respecté par des élèves que par ces élèves-là. J'en prends comme exemple, lorsqu'on parle de mon fils, on dit paix à son âme, Allah yarhamou. Ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles. J'ai même eu droit à des câlins. Oui, l'élève devant moi était d'origine africaine, il m'a dit, monsieur, un câlin. J'ai dit, pardon, je ne comprends pas. Oui, oui, oui. Donc, je pense que j'ai la légitimité, d'abord, d'être le papa d'un fils qui a été assassiné. Deuxième chose, j'étais un ancien professeur de religion islamique. Oui, et je l'ai été pendant plusieurs années. Ils ne peuvent pas venir me parler de la religion, j'ai la réponse qu'il faut pour leur dire ça. J'étais membre de l'exécutif des musulmans de Belgique, responsable de 140 mosquées en Wallonie, en Belgique francophone. Je connais un petit peu donc la problématique de la loi, du rôle du professeur, de ce qu'il doit faire, etc., etc. Donc les élèves, quand ils sont devant moi, c'est presque mes petits-enfants. C'est mes petits-enfants. Premièrement, ils auront le respect de mon âge, le respect pour ma barbe, le respect pour mon expérience. Et ce que je leur dis, c'est leur grand-père qui leur dit. Donc, vous allez voir, ils vont m'écouter. Et même ceux qui ne sont pas d'accord, ben, je me réjouis de les entendre. Et j'ai la façon de leur parler. Je sais comment il faut leur parler. Oui, mon frère, il se met tout de suite à l'aise. Oui, mon frère, tu devrais plutôt voir le récit du prophète, telle tradition, telle tradition, telle tradition, etc. Je lui donne des pistes de recherche et que je lui dis, je ne suis pas là pour faire la promotion, je ne suis pas là pour vous débaucher, je ne suis pas là pour vous demander d'être homosexuel. Non, je simplement respecter, vous n'êtes pas la police de Dieu, etc. Il y a plusieurs façons, mais le discours change. Donc, je suis vraiment déçu. Pour vos enfants, il faudrait faire attention, bien entendu, hein, parce que c'est ce que j'avais reproché à mon fils, d'être un peu naïf, de ne pas faire attention, de ne pas être méfiant. Et il faisait confiance à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a été tué, parce qu'il faisait confiance à des gens qui l'ont fait monter dans une voiture.
alors qu'on devrait être méfiant et de dire non, je ne vous connais pas, je ne monte pas avec vous. Et c'est ça qui est triste. Voilà. Mais beaucoup de courage. Et... Je viendrai vers vous. Oui, ouais, Essayer non, de tenter, franchement, il encore une faudrait fois. juste expression mixte se multiplie, fasse plus d'actions, plus d'activités. Toutes les associations, Rainbow House, fassent des activités, qu'il y ait des activités de tous côtés pour que les gens puissent un petit peu réfléchir. S'ils n'entendent pas un discours, ils vont entendre un autre. Et peut-être qu'un jour, on va arriver, est-ce que dans les mosquées, on change de discours aussi? Peut-être. On va essayer de prendre contact avec le nouvel exécutif pour savoir ce qu'ils sont prêts de faire en ce qui concerne la diversité et les droits de l'homme. Est-ce qu'ils vont refuser qu'on en parle? Voilà. Merci. Il y a encore des questions? Ce serait entre questions et remarques. Donc, en tant qu'ancienne victime des thérapies de reconversion, donc il y a en Belgique une loi contre les thérapies de reconversion qui existe depuis 1 an. Grâce à Sarah Schlitz, je lui suis toujours reconnaissant envers cette dame. Mais qui dit thérapie de reconversion, ça amène aussi à avoir un regard critique sur toutes les religions aussi. Parce que la religion, c'est vraiment l'alibi qu'on met en avant pour abuser psychologiquement, mentalement les homosexuels, avec tout ce qui est soi-disant possession démoniaque, exorcisme, prière, des abus psychologiques et parfois même physiques et au pire sexuels et tout. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ces lois, justement, c'est qu'on n'ait pas peur, justement, d'aller dans les institutions religieuses pour, justement, amener des leaders religieux à faire évoluer leur discours pour que ce genre d'abus ne se produise pas dans les familles et entre les quatre murs de ces institutions religieuses, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ça. Oui. Je confirme ce que vous avez dit en ce qui concerne les thérapies de religion qui font souvent référence à la religion, notamment à la partie possession, etc. Par ailleurs, j'ai aussi une position un petit peu critique par rapport à cela, c'est-à-dire que c'est le seul échappatoire qui permet à des personnes de confession musulmane de vivre dans une société qui est homophobe. Lorsqu'on dit « je ne suis pas responsable, je suis habité par tel », d'accord, on laisse la personne tranquille. Il y a même un saint au Maroc qui s'appelle Ben Amdouche, qui se trouve dans la région de Meknès, où il y a un moussem, une forme de festival, où toutes les personnes gays viennent se marier là-bas. Il y a même un tribunal pour rendre justice à des personnes victimes. Et cela est protégé par la police. Les personnes partent d'Europe, de Belgique, d'un petit peu partout. Et il y a une forme de musique aussi, c'est un peu métal, la musique métal, mais la version musulmane, qui fait que les personnes, ils écoutent des paroles, ils écoutent la musique, ils entrent en transe, et alors ils sont habillés en femmes quand ils sont des hommes, en hommes quand ils sont habillés en femmes, ils peuvent s'exprimer. Et donc tout le village, c'est un village gay, un village, etc. Et ça, c'est justement grâce à cette partie qui fait que je ne suis pas responsable, je suis habité par un esprit. On fait souvent, attention, hein, historiquement parlant et d'un point de vue anthropologique, tout ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que on dit que la principale personne qui habite les hommes, elle s'appelle Aïcha. Aïcha Condisha. Condisha, c'est plutôt en portugais, c'est Contesha, la comtesse. Aïcha la comtesse. Aïcha la comtesse, elle a existé quand les Portugais avaient colonisé une partie du Maroc, notamment Essaouira et El Jadida. Et il y avait une fille là qui faisait partie de la résistance qui apparaissait au milieu des soldats qui la suivaient dans les bois. Et c'était un guet-apens où ils se faisaient massacrer. Et on considérait que Aïcha la comtesse, Contesha, c'est un diable qui disparaissait dans le... Donc, ce n'est pas moi qui en parle. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a des livres qui en parlent de ça. C'est Aïcha Contesha. Voilà. Et si vous dites à une fille marocaine, vous voyez une fille marocaine, vous dites j'ai vu Aïcha Condisha, il va dire voilà, comme ça, touchant du bois, parce que c'est comme si elle faisait signer, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde parle de ça. Juste pour vous dire qu'il y a une double explication. On peut reprocher à la religion de vouloir s'emparer de tout pour considérer que l'homosexualité est une maladie, etc., ce qui est totalement faux. Mais en même temps, ces gens-là, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer que par ce statut-là, d'être possédés
et de pouvoir dire, ah oui, celui qui n'est pas responsable, c'est le fou. D'accord? Et alors, et celui qui n'est pas responsable, c'est celui qui vient d'une lignée prophétique. On lui permet de faire tout. Pourquoi? Parce que le fou, il peut aller devant les femmes et commencer à pisser en montrant son sexe, etc. Personne ne va lui dire quoi que ce soit. Si c'est un homme responsable, il ira en prison. D'accord? Si c'est quelqu'un de lignée prophétique, on va dire c'est un saint, c'est un noble, on ne touche pas, il peut faire ce qu'il veut, etc. Et puis si c'est un savant, quelqu'un qui est un... C'est pas moi qui dis ça, c'est Entre Dieu et les hommes, d'un écrivain algérien, Entre Dieu et les hommes, un écrivain algérien qui s'appelle Hawari, Hawari, où il montre quels sont les critères pour échapper donc au jugement de la population et de pouvoir faire ce qu'on veut. À partir du moment où on n'est pas responsable, on est fou, on peut faire ce qu'on veut. Or, ce qui a été dénoncé par Brahim, c'est cette hypocrisie de la société qui empêche l'homosexualité tout en pratiquant l'homosexualité. Revendiquer l'identité homosexuelle ne peut pas se faire, mais la pratique homosexuelle, elle peut se faire. Et ça ne date pas seulement de l'islam, ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, ça date bien de périodes antérieures à l'islam, mais l'islam n'est venu que pour confirmer cela, puisque les gens qui descendaient dans les marchés, déjà au VIe siècle, dans les marchés, on pouvait acheter des esclaves, aussi bien des femmes que des hommes. Le harem de Sulayman le Magnifique, si vous prenez l'encyclopédie de l'islam, vous cherchez harem, Sulayman le Magnifique, il avait un harem pour l'été, c'était des femmes, et un harem pour l'hiver, c'était des hommes. Ce n'est pas moi qui le dis, encyclopédie de l'islam. Donc il y a des pratiques homosexuelles qui ont toujours existé, mais la revendication de l'identité homosexuelle, c'est quelque chose qui fait partie des droits de l'homme, de l'émancipation des sociétés, de la société des droits, l'état de droit, où on essaie de permettre à toutes les personnes de vivre et d'avoir les mêmes droits. Et c'est ça qu'il y a des gens qui sont contre cette avancée-là et qui veulent maintenir l'autorité de l'homme sur la femme en rabaissant l'homosexuel. Voilà. Merci beaucoup pour ces références. Il y a encore des questions, des remarques ou des suggestions ou juste dire des mots qu'on a envie de partager. Non? Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous. Oui, c'est écrit levez-vous, ce qui veut dire que Hassan va nous quitter. Son alarme, levez-vous. Merci beaucoup Hassan, franchement nous avons appris beaucoup. Alors voilà, nous allons continuer. Donc notre sujet de cet après-midi est les queers racisés. Pourquoi parler des queers racisés? Et nous avons aussi énuméré, j'ai entendu ici le racisme au sein de la communauté queer ou en général. Et puis, j'ai entendu de ta part aussi, Brahim, j'ai entendu, donc voilà, les queers dans les cités, l'enjeu d'être queer dans les cités. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec l'enjeu d'être queer et d'être dans une communauté et que là aussi, il y a du racisme. Donc, pas seulement l'homophobie qu'on a en général, mais au sein de la communauté queer elle-même, il peut aussi y avoir du racisme. On va en parler. Je vous donne le micro. Ok. Donc, dans mon livre Afro-Queer, dont je parle d'entrée de jeu de la double discrimination, quand on vit dans les pays à population majoritairement blanche. Donc, le racisme, déjà, donc c'est sûr qu'une personne noire ou non blanche qui vit en Occident peut rencontrer le racisme, quelle que soit son orientation sexuelle. Et aussi, c'est souvent surprenant, même dans la communauté queer elle-même, on vit aussi du racisme. Déjà, sur les réseaux sociaux, on voit certains profils, des personnes qui vont marquer, voilà, je recherche des mecs... sauf pas de noirs, pas d'arabes, pas d'asiatiques, de façon très cash. Et bien sûr, on voit aussi des personnes qui peuvent être victimes d'insultes racistes dans des bars. Donc, on est souvent surpris comment, dans la communauté LGBT, des personnes qui subissent déjà une discrimination, comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes discriminer d'autres? Ben, hélas, ça existe. Je parlerai également de la fétichisation
des personnes non blanches. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est de réduire les êtres humains à leur physique et souvent à leur sexe pour les hommes. Donc, les hommes noirs et même les femmes noires vont subir cela, vont être vraiment réduites. Et c'est vrai, par exemple, pour les personnes noires, les hommes qui vont être réduits à leur queue, malheureusement, ou des femmes qu'on va appeler tigresses, ou en tout cas, on connaît tous des caractéristiques très, très nommées. Donc, hélas, oui, dans la communauté queer, on va vivre cela. Donc, c'est important de nommer cela pour que les gens ne soient pas surpris. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être d'autres idées, d'autres exemples me viendront tout à l'heure. Voilà, Brahim, tu peux. Oui, effectivement, je peux compléter avec ce que tu viens de dire. Ce qu'il y a de plus dangereux en ce moment, de plus en plus, effectivement, la communauté queer, moi je vois par exemple à Paris, soit elle est de plus en plus raciste, où les gens votent de plus en plus Rassemblement national, les extrêmes, de plus en plus. On voit des gens dans la communauté queer qui ont les moyens dans le quartier du Marais, des gens qui ont l'argent, qui vont aller se taper des garçons qu'ils rencontrent sur les sites internet du type Grindr, où ils cherchent le rebeu ou le black pour le rabaisser à un objet quelque part sexuel, parce que ce sont des gens qui font fantasmer, qu'on pourrait même à la limite jusqu'à payer pour qu'ils répondent à un certain nombre de demandes, malheureusement. Ça, c'est de plus en plus fréquent quelque part. Et après, malheureusement, dans ce jeu-là, ce qu'il y a de dangereux, c'est que beaucoup de personnes de la communauté maghrébine à Paris jouent le jeu. Beaucoup de gens qui ne sont pas homo, qui vont sur ces sites de rencontres, où ils vont soit aller rencontrer des personnes pour aller casser du PD, ou tout simplement pour faire des rencontres et se faire payer un maximum, en fait, voyez. Et tout ça, c'est en train de déstabiliser un peu notre vie, dans le sens où finalement, on ne sait plus qui est qui. Et en partie, ce sont les responsables, d'abord, c'est les LGBT+, qui se prennent toujours pour des supérieurs quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique. Et donc, si je comprends bien, au sein de la communauté, il y a deux facettes, si je comprends bien de ce qui est dit ici. Il y a dans la communauté elle-même queer, où il y a ce problème de racisme et qui engendre une autre facette, donc des personnes qui se feront passer soit pour nuire justement à des personnes de la communauté, parce que ici aussi, comme tu le dis, Brahim, en France, à Paris, ça s'est passé, mais ici en Belgique, ça s'est passé aussi, des gens qui ont été pris dans des guet-apens, par des personnes qui se sont fait passer, comme tu l'as si bien dit, comme personnes queer, et qui ont donné des rendez-vous, et ça s'est très mal terminé, malheureusement, pour ces personnes-là. Donc, effectivement, à force si je comprends bien, cela engendre aussi des conséquences très malheureuse pour les autres personnes. Donc, c'est un problème à double tranchant, si on veut le dire. Oui, effectivement, d'où l'importance des associations et puis des entités comme Expression Mixte, Arc-en-Ciel d'Afrique, toutes ces associations de personnes racisées elles-mêmes qui vont pouvoir aller sensibiliser leurs semblables. Je sais par exemple qu'à Montréal, il y a un organisme qui s'appelle Gris Montréal, dont en fait ce sont des intervenants LGBT qui vont dans les écoles se présenter. C'est souvent un homme et une femme, gay, queer, qui vont se présenter dans une classe. Voilà, dit voilà, je m'appelle Fabrice Guénard, je suis gay, voilà, je viens d'ici, je travaille. Et en face, il va avoir les élèves et les élèves vont pouvoir leur poser toutes sortes de questions. Et l'expérience a montré que la conception de ces élèves avant qu'ils ne rencontrent ces intervenants et après change vraiment radicalement du tout au tout en 1 heure ou en 1h30.
Alors, ce qu'on pourrait faire dans les communautés immigrantes en général, comme on voit que souvent il y a une problématique particulière, c'est que les intervenants soient noirs. Parce qu'imaginez-vous dans les cités, comme vous dites ici en Europe, ou dans des quartiers majoritairement noirs ou immigrantes à Montréal, si deux intervenants noirs arrivent, par exemple moi et une femme queer aussi, par exemple toi et moi, on a en face de nous, voilà, des personnes qui nous ressemblent. Je pense que ça changera encore radicalement. Ils vont se rendre compte que, tiens, on peut être noir et être queer, d'où l'importance de ce livre. Et on racontera, on parlera de notre récit, de notre vécu. Et la déconstruction sera encore plus perspicace, plus pertinente, car ils se rendent compte que mais c'est une réalité qui existe, dont il n'y aura plus ce fameux cliché, non, c'est un truc de blanc, oh non, nous on vient d'arriver ici, chez nous, dans nos pays d'Afrique, ça n'existe plus. Donc, il faudrait aussi que dans les associations, vraiment, qu'il y ait de plus en plus de militants, de personnes racisées, vraiment, qui prennent pour mission d'aller dans des associations, soit de personnes immigrantes ou de migrants, et voilà. Et le message sera différent que lorsque c'est un blanc qui se présente à ces personnes migrantes pour leur parler de l'homosexualité. Donc, il faudrait que les personnes aient de plus en plus en face des personnes qui leur ressemblent. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse à ça dans nos associations. Arc-en-Ciel d'Afrique faisait aussi ça, était souvent appelé pour rencontrer certains groupes de personnes migrantes, souvent d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et il y avait toutes sortes de questions. Bien sûr, souvent la religion venait. Et ben, les militants, ben, nous qui venons d'Afrique, on est capable de répondre parce qu'on vient des mêmes pays. Donc, ils ne peuvent plus. Donc, vraiment, pensons aussi à ça, à des militants voilà, racisés qui vont rencontrer les jeunes de ces cités, comme le fameux joueur dont parlait Hassan tout à l'heure. Je sens qu'en face, les enfants n'auront plus le même comportement que si c'était un homme blanc qui arrivait pour leur parler d'homosexualité. Effectivement, c'est en cela que, vu vos paroles, c'est en cela que l'identification est très importante aussi, s'identifier à la personne en face de soi qui parle, qui ressemble à qui on est. On s'identifie plus facilement, c'est ça. Voilà. Et puis, effectivement, ce sera aussi une éducation, une sensibilisation qui va venir de la personne qui ressemble à l'autre. Et puis, que ce soit au sein de la communauté elle-même ou envers les autres. Est-ce que c'est la même chose aussi dans la communauté maghrébine? Est-ce que tu vois aussi que ça doit se passer comme ça, par exemple dans les cités? Est-ce que ce sera plus facilement accepté si ce sont alors des queers racisés maghrébines aussi qui viennent parler à ces enfants-là? Oui, effectivement, moi je me rends compte quand je fais des interventions en milieu scolaire ou dans les communes de France. Je parlais tout à l'heure de la troupe de théâtre qui s'appelle la Chouma, qui veut dire la honte, qui ont réadapté mon histoire donc en pièce de théâtre qui se joue dans les écoles et dans les communes. Quand on intervient souvent auprès de groupes d'élèves dans les collèges et dans les lycées, ce sont souvent les jeunes qui réagissent de façon au départ négative, des gens de confession musulmane, qui réagissent de façon négative. La plupart d'entre eux souvent se mettent au fond de la classe, au fond d'une pièce, et après la ramènent souvent en disant oui, tout ça c'est la honte, c'est haram, comme ils répètent, c'est que l'homosexualité chez nous c'est interdit. Et ils osent dire les choses de façon franche, en fait. C'est ça qui est terrible, sans tabou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive ensuite à déconstruire à travers le jeu de la pièce qu'ils ont vue, après, à travers les différents échanges, quand je parle de mon histoire, quand je rentre dans le fond de mon histoire. Je leur dis quand même que j'ai été agressé par des gens de confession musulmane, mais qui refoulaient une homosexualité. Et là, ils n'en reviennent pas. Et ils apprennent quelque chose. Et ils commencent à changer leur regard. Et ça, c'est vraiment très important. Et à la fin de chaque séance, je trouve que c'est assez positif. On a tous des préjugés. Moi, le premier, souvent, quand je vois, par exemple, une personne qui a un foulard, tout de suite, je pense à un certain nombre de choses. Et j'ai été souvent épaté lors de mes interventions. Lorsqu'il y avait ce groupe de petits jeunes un peu durs, je me souviens d'une jeune fille en foulard qui s'est permise de se lever et de dire, écoutez,
je trouve terrible l'histoire que vous avez vécue en parlant de moi. Et elle me dit, c'est vraiment dramatique et c'est pas ça l'islam. Où elle reconnaissait mon histoire et elle a osé dire que, eh bien, dans le, comment on appelle ça, le Coran, il n'est jamais indiqué que l'homosexualité est interdite quelque part. Et être musulman, c'est pas ça. Et elle s'est permise de dire ça auprès d'un certain nombre de jeunes de confession musulmane qui n'en sont pas revenus quelque part. Et je pense que c'est important d'aller de l'avant, de convaincre, d'expliquer sans forcément vouloir influencer tout le monde et d'entraîner les gens vers nous, pas du tout. C'est d'essayer d'ouvrir les esprits parce que la plupart des jeunes sont assez fermés avec ça. Ils n'ont pas toujours eu la chance d'avoir un dialogue soit à l'école, soit dans leur famille, où les sujets sont tellement tabous qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de discussion en fait. Et je vois même souvent dans les interventions, quand il y a la pièce de théâtre qui se joue, on voit les regards d'un certain nombre de jeunes et on sent qu'il y a des jeunes qui sont concernés par les histoires et des jeunes qui pourraient être homosexuels et qui jusqu'à ce moment-là n'ont pas jamais su s'assumer ou dire un certain nombre de choses. On le sent, et on le sent même à travers leurs questions aussi. C'est pour ça qu'il faudrait de plus en plus de gens comme nous. Et moi, je suis assez positif à ce niveau-là et que ça peut évoluer. Mais évoluer aussi sans rester enfermé sur nous-mêmes. C'est-à-dire que là, en France, même s'il y a encore des choses qui méritent d'évoluer, on a quand même la chance d'être dans des pays aussi bien la Belgique où ça bouge quand même pas mal, mais il y a encore dans des pays d'Afrique, en Pologne, tout ça, où ça va mal, où il y a la religion qui est vraiment imprégnée et qui empêche les gens de vivre normalement. Et le message doit être aussi passé de l'autre côté de nos frontières. Moi, je me souviens, j'ai mon ami donc, qui a une trentaine d'années, qui vit au Maroc. Et une fois, il m'a envoyé une vidéo pour m'expliquer un peu comment ça se passait au Maroc. Une vidéo où il y avait donc un groupe de hommes qui ont interpellé deux garçons en train de faire l'amour dans les feuillages. Ils les ont surpris et ensuite ils leur ont donné des espèces de coups de bâton forts jusqu'à mourir quelque part. C'est donc filmé et c'est balancé sur les réseaux sociaux. Un lynchage complètement direct. Et j'ai été complètement, quand j'ai reçu ce message de la part de mon petit ami, j'en tremblais tellement que c'était dur. Et dur quand on voit ces images-là, mais aussi dur la situation de mon ami. Finalement, il ne peut pas vivre son homosexualité au grand jour, donc il doit continuer à se cacher. Et c'est un message que j'ai reçu de sa part, où il m'a fait comprendre que c'est pas facile d'être homo chez nous encore au Maroc, dans le sens où tout est caché et c'est jamais possible de se rendre vraiment visible en fait. C'est ça qui est terrible et dramatique. Merci beaucoup pour ce point-là. Et malheureusement, oui, il se passe encore beaucoup de ces malheureux événements. Et c'est pour ça qu'il faut toujours lutter, sensibiliser, éduquer. Et voilà, en espérant que vraiment, de part et d'autre, ça se fasse et que petit à petit, les mentalités changent, que ce soit ici et au-delà, jusqu'à chez nous, au-delà des frontières, effectivement. Si je peux me permettre pour rajouter un peu, dans mon livre, il y a un chapitre qui est consacré à ma mère, où il y a un entretien, un échange avec elle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, ma mère, c'est vrai qu'elle a un comportement homophobe, parce que comme beaucoup de mères, en gros, il faut absolument que tu te maries, que tu aies des enfants, qu'il faut que tu changes, parce que ça y est, tu as fini de jouer, parce que l'homosexualité, c'est souvent un jeu. Il faut passer à autre chose et vivre ta vie normalement comme tous les autres. Et après, petit à petit, au fil de mon histoire, elle a fini par évoluer quelque part. Et elle explique que, je me souviens pas forcément dans le livre, mais elle a été interviewée par un animateur de télévision qui s'appelle Olivier, qui anime une émission qui s'appelle Dans les yeux d'Olivier. Et ils avaient fait tout un sujet sur moi, plus 3 autres. Et ma mère, elle avait osé dire, bah oui, mais l'homosexualité, c'est normal, Dieu les a fait comme ça. Et moi, je pense que ça, venant d'une mère rebeu, c'est assez fort, en fait. Et depuis, l'idée me trottine dans la tête, et je me dis que il y a tout à faire aussi auprès des mères qui savent un certain nombre de choses, mais qui souvent ferment les yeux parce qu'elles sont envahies par l'autorité du mec, de leur mari,
qui les écrase quelque part. Donc, elles ont des choses à dire quelque part. Et je me suis dit un jour, peut-être que je consacrerai un ouvrage, un livre où je ferai parler ma mère qui va s'adresser à toutes les femmes de confession musulmane de façon à leur expliquer que l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Et si jamais un jour elles se rendent compte de leur fils ou de leur fille, qu'elles les voient autrement pour les aider à mieux s'épanouir en fait. Super, c'est magnifique ça. J'aimerais rebondir à ce que dit, j'aimerais rebondir sur ce que dit Brahim. Effectivement, en Afrique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de militants qui s'expriment publiquement à visage découvert, qui s'identifient vraiment comme LGBT sur les réseaux sociaux, font des capsules TikTok, Instagram. Donc, c'est de plus en plus visible, hein. Donc, j'aimerais qu'on sache que malgré l'homophobie, bien sûr, l'année dernière, des pays ont renforcé les lois homophobes, 12 pays ont renforcé les lois homophobes, dont le Ghana. L'Ouganda a rajouté carrément la peine de mort. Mais malgré cela, il y a certains pays qui ont décriminalisé aussi, comme le Botswana. Et la jeunesse, moi, je vois que la jeunesse d'aujourd'hui, les 20, 30 ans aujourd'hui sont plus ouverts, plus tolérants, plus compréhensifs. Et je suis content de voir que d'une génération à l'autre, la compréhension du phénomène est très, très différente. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais juste rajouter aussi que, heureusement, en Côte d'Ivoire, c'est assez toléré, même s'il y a encore beaucoup de combats à faire. Mais donc, voilà. Petit à petit, ça, voilà, les mentalités changent et c'est dommage que d'autres pays régressent. C'est bien dommage. Mais justement, parlons, Brahim, tu as dit quelque chose, tu parlais de ces jeunes qui ne savaient pas comment faire leur coming out ou comment assumer, ou même s'ils avaient fait le coming out, il fallait alors continuer à se cacher, comme ton ami, qui continue à le faire malheureusement. Alors, comment ça se fait, quand bien même c'est difficile, mais qu'ils arrivent ou elles arrivent à le faire? Alors, comment est-ce que ça se fait dans les cités, ou que ce soit là-bas au pays ou ici? Comment, pour ceux qui ont réussi à le faire, est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui ont fait leur coming out? En fait, non, rares sont les coming out qui sont faits dans la famille. On vit deux catégories de profils, en fait. Il y a ceux qui osent aller fréquenter les associations LGBT en dehors de leur cité. La plupart de ces gens-là sont épanouis, vivent bien leur homosexualité. Mais par contre, ces gens-là, et la plupart du temps, tous ont étudié, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, quand ils se retrouvent dans la cellule familiale, le problème, c'est qu'ils n'osent pas dire les choses parce qu'il y a ce sujet encore qui est tabou. C'est en gros le respect de la famille. On n'a pas envie de les décevoir. Il y a toujours ce poids de la religion et de la culture qui est assez lourd et on n'a pas envie de les décevoir. Et même moi, je le reconnais au tout début, quand ma mère, à un moment donné, elle a appris par une de mes sœurs, alors que moi, je n'avais jamais dit à ma sœur que j'étais homosexuel, mais comme ma sœur sentait ma souffrance, et j'étais à un moment donné, j'ai traversé des périodes aussi de suicide, tout ça, donc elle s'est permise de dire à ma mère, que j'étais homo. Et un jour, ma mère, donc elle m'interpelle en me disant, écoute, non, il faut plus que tu vives ce que tu vis. Maintenant, il faut que tu sois, entre guillemets, normal, vivre, comme je vous disais tout à l'heure, avec une femme, avoir des enfants et autres. Et je ne pouvais pas dire autre chose à ma mère. J'étais contraint de la laisser écouter, enfin, de la laisser parler, l'écouter. Et je me suis dit, elle évoluera plus tard, parce qu'elle n'était pas prête à cette période-là d'entendre ce que j'aurais vraiment voulu lui dire en tapant le poing sur la table et en lui disant, écoute, tu m'emmerdes, c'est ma vie, voilà. Et après, avec le temps, elle a évolué. Donc, ça veut dire qu'il faut du temps aussi. Et je comprends ces jeunes qui, à un moment donné, préfèrent vivre une vie cachée pour vivre heureux quelque part. Après, il y a ceux dans la cité qui ont des frustrations. Ces gens-là font partie de ceux qui m'ont agressé, en fait, et ces gens-là, ils ne comprennent pas leur situation. Donc, ils ont des frustrations sexuelles. Moi, quand j'ai été agressé et violé, je sentais que ces gens-là recherchaient aussi le plaisir quelque part.
Et en même temps, il m'agressait. Alors, il m'agressait, c'était toujours en groupe, en plusieurs, donc c'était toujours 4, 5, 6, pour montrer à leurs potes, vous voyez, même si j'ai des relations sexuelles avec ce type-là, qu'on viole, qu'on agresse, on veut aussi casser du PD quelque part. Vous vous rendez compte, ça va vraiment très très loin en fait, hein. Et ce sont des gens qui sont complètement déstructurés. Moi, je me souviens même quand j'étais jeune, j'avais autour de 17 ans, j'étais en province, et à l'époque, je me posais un certain nombre de questions, mais je sentais que j'étais différent des autres et j'étais homosexuel. Et j'ai été le premier à chaque fois à agresser verbalement un couple de personnes qui avaient à l'époque une quarantaine d'années, qui avaient été ensemble, et dans le quartier, dans le village, ça se savait qu'ils étaient homos. Et j'étais toujours le premier à déconner, à aller frapper à la porte de ces gens-là et en les insultant, pour montrer à mes camarades, vous voyez, je ne suis pas comme eux. Voilà, voilà, voilà. Et à l'époque, j'avais 17 ans, hein. Donc ça aurait pu terminer mal, mon histoire, en fait, hein. Et quand j'y repense et quand j'en parle là, je m'en veux, je me dis, mais comment c'est possible, en fait? D'où l'importance vraiment de parler, parce que ces types aujourd'hui qui m'ont agressé, comme je dis, aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je suis plus en liberté qu'eux, quoi. Parce que ça m'arrive, j'en ai encore croisé un il n'y a pas longtemps, un mec qui m'a agressé, il a 3, 4 enfants, sa femme, elle est voilée de la tête aux pieds. Ce mec, il est homosexuel, et voilà la vie qui s'impose quelque part. Et en plus, il se permet d'écraser son épouse et de lui imposer un certain nombre de choses. Voilà, ça, c'est dramatique. Et ça, il faut vraiment en sortir. Donc, il y a ces deux cas de figure. Et très peu de gens encore, malheureusement, très peu de gens aujourd'hui homo osent franchir le pas. Moi, souvent, les gens me disent, mais bravo pour ce que tu fais, je ne pourrai jamais parce que le sujet est tellement tabou et fort que je ne suis pas en capacité de révéler, de dire un certain nombre de choses. Merci beaucoup. Donc, J'aimerais c'est aussi. Oui, j'aimerais réagir par rapport à la notion de coming out. En fait, ce concept est un concept occidental, hein, occidental blanc. Dans les communautés occidentales, les enfants peuvent parler de sexualité avec leurs parents. Dans les communautés noires, on ne parle pas de sexualité tout court avec ses parents. Donc, à plus forte raison, venir réunir les parents pour dire, voilà, je suis homosexuel. Donc, il n'y a pas ce concept dans nos communautés. D'ailleurs, quand vous allez lire les 25 profils, qui sont pourtant très, très diversifiés dans plusieurs espaces, il n'y a personne qui réunit ses parents pour dire, écoutez, papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. En fait, c'est un non-dit. C'est un non-dit. La famille le sait, les parents le savent, les frères et sœurs, les cousins. Toujours, les cousins sont toujours les premiers à savoir, hein, que tel cousin, là, il paraît, telle cousine. Donc, les gens savent. Et en fait, jusqu'à ce que, en fait, jusqu'à ce qu'on soit obligé de le faire. Par exemple, quand on lit les profils, si je prends par exemple le profil de Esther Léa, qui est une femme lesbienne martiniquaise, ben, sa famille soupçonnait, ses amis la soupçonnaient, la questionnaient, tu es lesbienne? Elle a toujours dit non, je ne suis pas lesbienne. Elle a commencé par dire non, je ne suis pas lesbienne pendant plusieurs années. À un moment donné, elle a cheminé, elle est arrivée, oui, je suis bisexuelle. Elle a cheminé, à un moment donné, elle a dit, OK, là, je suis lesbienne. Et finalement, elle a pu avoir un entretien avec sa maman lorsque sa maman lui a posé la question. Donc, c'est souvent, en fait, les personnes noires, souvent, c'est quand elles sont confrontées, les plus courageux vont dire, oui, je le suis. Mais il n'y a personne qui va réunir ses parents pour dire, bon, écoutez, voilà, papa, maman, je voulais qu'on s'assied parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Personne. Même pas Jérémy, Jérémy le rugbyman martiniquais, pareil. Il a commencé par dire à ses amis, plus tard, il a dit à ses frères et sœurs, quand il a su qu'il avait des alliés, la prochaine étape, c'était maman. Il a dit à maman, il a dit à sa maman, est-ce que tu peux dire à ton papa? Elle a dit, non, il faut que tu le dises toi-même. Et plus tard, c'était difficile. Si vous lisez, vous allez voir. L'astuce qu'il a trouvée, c'est qu'il venait de faire un reportage pour une télévision française. Il a vu son père, il a dit, bon, papa, il y a telle émission qui va passer. J'aimerais que tu regardes cette émission. Après avoir regardé l'émission, j'aimerais avoir ton avis. Tu vois? Donc, c'est vraiment, il n'a pas dit en face, écoute, je suis gay.
Son père a regardé l'émission et puis après, ils se sont vus. Jérémie a dit, puis son père dit, mais c'était formidable. Ben, je t'aime tel que je t'ai toujours aimé. Et bien sûr, Jérémie était surpris parce que dans nos têtes, on anticipe déjà l'homophobie de nos parents et on est souvent surpris. Et là, on voit plein de surprises. Les gens sont surpris. La maman d'Estelle Léa lui demande, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis? Elle dit, mais parce que tu es très catholique et je pensais que... Donc, on voit que c'est vraiment pas des situations faciles. Et le coming out, comme je dis, ça n'existe pas chez nous. On ne parle pas de sexualité avec ses parents, qu'on soit hétéro ou homo. À plus forte raison, l'homosexualité. Merci beaucoup pour cette position. Oui, Ibrahim? Je voulais rebondir comme quoi c'est vraiment important. C'est vrai que dans toutes les religions, tout ça, il y a toujours le poids de la culture et de la religion qui fait que on n'ose pas s'émanciper et de dire un certain nombre de choses. C'est encore plus prononcé dans la culture maghrébine parce que le côté ne jamais vouloir décevoir la famille, toujours vivre au nom de la famille, c'est vraiment terrible. Moi, je me souviens que lorsque mon livre il est sorti, j'étais à un salon du livre à Saint-Étienne dans la Loire et je voyais à un moment donné une femme un peu au loin qui n'osait pas venir vers moi. J'avais souvent du monde autour de moi pour la signature et autres. Et elle a dû attendre au moins 1 heure pour que l'espace soit dégagé pour venir me parler. Donc, c'était une femme d'origine maghrébine qui avait une quarantaine d'années et qui est venue me dire, écoutez, je vous ai vu lors d'un reportage à la télévision, votre histoire m'a touché, je me suis reconnu dans votre histoire. Et elle me dit, écoutez, je suis marié, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon, une fille qui a 5 ans et un garçon qui a 9 ans. Et aujourd'hui, je suis coincé dans cette vie. En parallèle, je vois une femme. Mais aujourd'hui, mon souci, c'est que je ne pourrai jamais dire à ma famille que je suis lesbienne et je suis contrainte à vivre ma vie malgré tout avec mon mari, avec mes enfants. Et même, vous vous imaginez, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants et surtout à mes parents? Et elle était tellement malheureuse de ça. Et j'espère qu'elle s'en est sortie depuis, mais ça a été vraiment un poids pour elle. Elle me dit, j'ai une vie brisée, je suis contrainte de vivre comme ça. Et elle m'a dit, j'aurais su avant, je me serais jamais engagé dans cette vie-là. Et je me sens tricher quelque part et tromper mes enfants. C'est fou. Hein. C'est-à-dire qu'il y a donc beaucoup, que ce soit en Afrique ou voilà, au Maroc, dans le côté maghrébin aussi, où beaucoup de personnes sont mariées, que ce soit des femmes ou des hommes, mais en fait, juste pour satisfaire la famille. Mais pas parce que, voilà, c'est ce qu'on veut, mais voilà, la culture a dit que, la religion a dit que, la famille dit que. Et souvent même, j'ose rajouter, c'est pas que la famille, c'est les voisins, les tantes, les oncles, donc même pas, des fois même pas la famille proche, quoi. Voilà. Il y a un excellent film, et j'en parlais tout à l'heure avec toi, Fabrice, c'est un excellent film qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Le Bleu de Kaftan. C'est un film marocain donc le film est sorti en France, mais pas au Maroc, malheureusement. Et c'est l'histoire un peu d'un homme qui fabrique des kaftans donc, au Maroc. Et il travaille aussi avec sa femme. Et ils ont aussi un apprenti chez eux avec qui le mec a une aventure. Et la femme, elle voit tout ça. Donc, en gros, elle protège son mari. Donc, elle ferme les yeux parce qu'elle comprend que son mari est homosexuel, en fait. Et c'est une très, très belle histoire. Et c'est dommage parce que ce type de film-là mérite bien sûr de sortir en priorité dans ces pays-là qu'en France. Mais c'est bien qu'ils sortent en France parce que beaucoup de gens vont pouvoir le voir et peut-être passer des messages dans les pays du Maghreb, arabe et d'ailleurs, en fait. Pour vous dire que beaucoup de femmes connaissent la plupart du temps la sexualité de leur mari, mais elles sont contraintes à vivre comme ça. Et ça, c'est terrible parce qu'encore une fois, les femmes, eh ben, elles vivent une espèce de comment dirais-je, pour prononcer le bon terme, finalement, elles n'ont pas le choix, quoi. Donc, et ça, c'est aussi terrible, en fait. Oui, je voulais faire la parenthèse sur le fameux qu'est-ce qu'on va dire. C'est vraiment surtout ça qui pèse sur les familles d'accepter l'homosexualité ou voilà de leurs enfants. D'ailleurs, lorsque c'était mon cas, j'ai attendu que ma mère soit prête et qu'elle me pose la question.
Et lorsqu'elle m'a posé la question, Fabrice, j'ai appris que tu es homosexuel. Mais c'est là où j'ai répondu oui. Et sa première réaction, c'est ben, qu'est-ce que les tantes vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Donc souvent, les parents, je pense que les parents aiment leurs enfants, ils aimeraient protéger leurs enfants ou leurs enfants, mais ils se questionnent, qu'est-ce que les autres vont dire? Donc le poids, le regard de l'autre, le regard des autres, le regard de la famille. Et on sait que la famille africaine, c'est pas que papa, maman, c'est comme on a dit tout à l'heure, les tantes, les oncles, même les voisins font presque partie de la famille. Donc c'est ce lourd poids social, en fait, qui repose souvent sur les épaules des parents directs. Parce qu'il dit, OK, moi, je peux l'accepter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et au Maroc, on dit chouma. Moi, j'ai vécu 4 ans au Maroc. Hein. C'est au Maroc où j'ai eu ma première expérience homosexuelle. Quand j'étais étudiant, j'avais 20 ans. Et le fameux mot chouma, la honte, c'est très, très... Ah oui, c'est un mot lourd de sens. Chouma, chouma, la honte. Et ça, c'est pareil. Mais comme on a dit tantôt, moi, j'ai toujours dit, il y a autant d'homosexuels dans les communautés noires que dans les communautés blanches. Il y a pas, l'homosexualité n'est pas liée à une race, entre guillemets, ou à une couleur de peau. Il y a une seule race, la race humaine. Donc, la même proportion d'homosexuels qu'il y a dans la communauté asiatique, européenne ou africaine ou autochtone, c'est le même pourcentage. Sauf qu'il y a des environnements plus propices pour s'affirmer, soit parce que les lois permettent une protection, ou soit, mais il y a autant d'homosexuels en Afrique qu'en Europe. Sauf que dans les communautés noires ou en Afrique, les gens ont... Sauf que dans nos communautés africaines, et même maghrébines, certainement, les gens ont trouvé des astuces, se marier, dissimuler. Mais le problème, c'est qu'on prend en otage la vie de l'autre parce qu'elle devient un alibi et je trouve ça juste dommage. Donc, il faudrait que nous, la génération d'aujourd'hui et les prochaines, qu'on arrive à être soi-même, qu'on décide. Si on ne commence pas dans cette génération à être déjà soi-même comme on l'est là, assez courageux, mais pour ça aussi, il faut qu'en plus de cela, qu'on puisse partager, qu'on puisse témoigner, qu'on puisse écrire aussi qu'il y a tel et tel. Par exemple, là, il y a des femmes qui vivent en couple. Larissa et sa conjointe, elles ont un enfant, deux femmes noires africaines. Il y a, il y a Erika d'origine burundaise qui est en couple avec sa femme haïtienne. Elles ont un enfant. Donc, il faut que les gens lisent. Si les gens commencent à lire, ben, ça ouvre le possible, ça ouvre les possibilités. Si on ne lit pas, si on n'écoute pas les histoires, ben les possibilités n'existent pas. Donc, il faudrait qu'on écrive, qu'on fasse lire, qu'on montre à la télévision que Raphaël et puis voilà, Federico, voilà, produisent des films, des histoires d'amour. Voilà, allez, ils sont où ces deux-là? Voilà. Alors, la commande est passée pour des reportages de films de femmes noires qui s'aiment, d'hommes noirs qui s'aiment, voilà, d'hommes arabes, maghrébins. Voilà, il faut ça aussi. Parce que bon, là, c'est bien, on a déjà des histoires, c'est déjà bien. Maintenant, il faut des histoires d'amour. Donc, voilà, le visuel. Hein? Raphaël est en train de dire que la prochaine commande pour vous, maintenant, c'est des documentaires d'amour, de couples d'hommes noirs, de couples d'hommes arabes qui sont, voilà, qui s'aiment. Il faut maintenant l'amour. Voilà. Là, on a des histoires individuelles. Maintenant, il faut qu'on ouvre les possibilités de l'amour, qu'on voit que c'est possible. Deux hommes noirs qui ont un enfant, deux femmes noires, une femme arabe, et voilà. Donc, oui. On laisse encore Brahim et ensuite, on aura peut-être des questions, effectivement.
Des questions? Ouais. Moi, je voulais dire, bon, c'est vrai que en ce qui me concerne, donc j'ai eu la chance de me faire éditer, hein, donc aux éditions Calman Lévy, et mon livre, il est sorti. J'ai été pas mal médiatisé. Ma famille le sait. Mais le problème, le sujet est tellement profond et encore tabou dans la cellule familiale. La souffrance, elle est souvent aussi dans la famille. Il y a une catégorie de frères et sœurs, c'est pas qu'ils n'acceptent pas, mais c'est tellement tabou qu'ils ne. On parle pas de ma vie, de ma vie. En gros, jamais on me demande comment vas-tu, comment va ton petit copain, tout ça. Donc, voilà. Voilà, exactement. Donc, on a l'impression de ne pas exister malgré tout. Et ça, c'est vraiment dur quelque part. Et il faut le temps que ça évolue. Mais moi, ce qui me fait peur encore, j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'échanger avec une de mes nièces qui a autour de 30 ans. Et quand j'avais échangé avec elle, je crois qu'elle avait 27-28 ans. Et je ne sais plus comment c'est arrivé. On avait pris un café un jour dans un café à Paris. Et on est arrivé à parler d'homosexualité. Et cette nièce en question avait osé me dire, ouais, mais tu sais, tonton, l'homosexualité chez nous, c'est interdit, c'est haram dans l'islam. Elle a osé me dire ça. Voilà, effectivement. Ça, donc, alors moi, j'ai été un peu dramatisé et je me dis, mais ma nièce, elle serait moins ouverte d'esprit que ma mère aujourd'hui, que sa grand-mère. Et ça, c'est effrayant. Elle a maintenant 30 ans et elle avait à l'époque 27 ans. Non, elle continue à penser ça. Ah oui, ça elle continue, sauf que maintenant, elle n'ose pas m'en parler. Mais elle est toujours, voilà. Ouais. Même pas, je suis pas comme ça, heureusement, bien sûr. Mais je n'ose même plus lui parler de tout ça. Et je me dis, mais vous vous rendez compte, on a affaire aussi à ce profil de personne et qui est inquiétant aussi quelque part pour l'avenir. Parce qu'en plus, c'est une fille qui a étudié, qui a un super boulot, qui travaille dans une grande entreprise à Paris et qui, bien sûr, suit la religion, en fait. Elle prie, voilà. Donc. Et ce côté-là m'inquiète quelque part. Et je me dis, mais en gros, c'est ma petite nièce qui s'amusait quelque part à me faire la morale, quoi. Et ça, c'est dur. Hein. C'est dur parce que quand je suis interpellé comme ça, je n'ai même pas les arguments pour lui répondre, quoi, tellement que je suis outré. J'ai la même histoire très, très courte. Oui, oui. J'ai la même histoire très, très courte. Il y a 4 jours, j'étais à Paris et un de mes cousins donc, me contacte sur Facebook. Voilà, Fabrice, je vois que tu as fait paraître un livre. Est-ce qu'on peut se rencontrer? On se rencontre donc à Châtelet-les-Halles pour prendre un verre. Un cousin que j'ai pas vu depuis, un neveu que j'ai pas vu depuis, je pense, 8 ans. Il a 27 ans. Et donc, voilà, on s'assoit. Il me demande, Fabrice, c'est quoi le livre que tu as écrit? Je sors mon livre du sac. Je lui dis, voilà, c'est Afroqué. Je lui passe la 4e couverture. Il lit, c'est très, très. Je dis, voilà, ça parle de l'histoire de 25 personnes noires et LGBT, tout ça. Il lit la page couverture. Et dès qu'il termine, il dit, waouh, c'est magnifique ça. Et puis il dit, tu sais, Fabrice, est-ce que tu sais qu'on a 2 cousines qui sont lesbiennes? Je vais leur donner le lien pour qu'elles puissent acheter le livre. Et j'étais tout ému, en larmes presque, de voir, voilà, il a appris tout de suite officiellement, parce que je dis officiellement parce que je sais que ça se chuchote toujours dans les familles. Hein. On sait Fabrice, c'est gay, surtout moi sur Facebook, c'est public et j'ai pas. Donc, mais cet accueil m'a vraiment ému. Et je pense que c'est générationnel aussi. C'est sûr qu'il y a des exceptions aussi, hein. Mais je pense quand même que d'une génération à l'autre, il y aura de moins en moins d'homophobie. Donc, Mais c'est aussi, comme on parle aussi de culture et de religion, qui inculte aussi des choses depuis la nuit des temps. Et c'est tellement ancré que même parfois, quand une personne sait des choses, parce qu'elle a, comme tu l'as dit, elle a étudié et tout, donc normalement, on se dirait, ah, il y a une ouverture, mais c'est tellement ancré que parfois, ben, il se peut qu'il y ait même le déni, en fait. Il y a une sorte de déni ou même une peur de se dire, ah ben, si je commence à l'accepter, c'est-à-dire que... Donc, il y a peut-être aussi tout ça et c'est ça qu'on doit réussir petit à petit à déconstruire, vraiment,
cette acceptation-là, je dis, ben voilà, c'est comme ça la société, ben voilà, même dans la nature, ben, il n'y a pas qu'une seule forme de choses, il y en a plusieurs qui cohabitent. Alors pourquoi nous, les humains, on ne pourrait pas cohabiter avec la diversité de genres, de couleurs, de tout, quoi, n'est-ce pas? Une dernière anecdote, j'avais rencontré donc, un garçon il y a pas longtemps, d'origine africaine. On s'était rencontrés sur les réseaux pour faire de la pub un peu à Grindr. Et, et je lui ai donné rendez-vous. Bah écoute, on pourrait se donner rendez-vous à tel métro. Et il m'a répondu non, non, parce que il faut pas que les gens sachent qu'on va être ensemble. Et je lui ai dit, mais comment c'est pas écrit sur notre visage? C'est tellement profond. En plus, Paris est grand. Et pour vous dire que c'est tellement parfois. Alors, c'est pas facile pour se construire et s'assumer pour quand on pense ça quelque part. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Ah, Mais ils ont beau voyager, ils ont beau être en Occident, mais ils transportent avec eux ce poids, ce lourd poids culturel. Et j'aime beaucoup cette phrase de James Baldwin qui ouvre mon livre où il dit, il m'a fallu beaucoup d'années pour vomir toutes ces saletés que l'on m'avait enseignées sur moi-même et auxquelles je croyais à moitié avant de pouvoir arpenter cette terre comme si j'y étais autorisé. C'est pour dire qu'en fait, notre éducation a été ce bourrage de crâne, non seulement par rapport à la culture, à la religion, tu dois être comme ci, comme ça. En fait, on est le fruit d'une construction sociale. Donc, où qu'on aille, ben, on le porte. Hein. Donc, il faut vraiment une déconstruction, brille par la lecture, par les échanges, par la volonté aussi. Il faut vraiment vouloir que, bon, à partir de maintenant, je déconstruis. Sinon, c'est pas parce qu'on il y a quand on écoute les histoires des personnes de la cité, parfois j'ai comme l'impression qu'il y a même plus d'homophobie en Occident, en tout cas dans certains quartiers d'Occident qu'à Abidjan ou à Cotonou. Ah non, à Cotonou, par exemple, ou à Abidjan, les gens savent, ils sont respectueux, ils passent. Mais ici, dans les cités, de ce que j'entends, ils passent à l'action et c'est vraiment inquiétant. C'est... Oui, ils passent à l'action tout simplement. C'est parce que comme ils ne comprennent pas leur sexualité et qu'ils l'acceptent pas quelque part, donc c'est de la violence. Donc c'est ça en fait. Et ça c'est vraiment terrible en fait. Hein. Et après il y a tout un travail. C'est pour ça que c'est important de faire des interventions en milieu scolaire, d'éduquer, de renseigner, d'informer. Justement, donc, il y a des frustrations. Et comme avec le poids de la culture des familles et tout ce qui vient voir avec, on n'arrive pas, donc pour certains, n'arrivent pas à le sortir et donc s'acharnent sur ceux ou celles qui osent voilà, s'affirmer. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à Brahim, merci à Fabrice pour ce partage, pour vos livres. Et vraiment, sur vos réseaux, on peut vous suivre, on peut aller vous contacter s'il faut encore des informations. Moi, je vais passer maintenant à des questions ou des suggestions ou des avis de notre public. Merci pour vos échanges et tout ça qui sont très instructifs. Bon, vu qu'on est limité dans le temps, on a 10 minutes, je vais vraiment faire très court. Je voudrais juste donner une information qui est en lien avec la forme de racisme sexuel, le fétichisme, au fait. Quand je dis fétichisme, c'est le fétichisme, réduire un individu à un objet sexuel. Donc, il y a un journaliste français, noir africain, qui s'appelle Miguel Chema. Et en 2018, il a créé un compte Instagram qui s'appelle Personnes racisées versus Grindr. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un compte Instagram, au fait, où il a fait des captures d'écran, des messages racistes qu'il recevait sur Grindr. Et au fait, il met ça sur cet Instagram spécifique-là. Donc, je me dis, si vous... Bon, c'est assez dur à lire, hein, mais voilà, ça donne certaines prises de recul parce que voilà, pour la santé mentale, c'est pas chouette de lire des trucs désagréables. Mais bon, c'est pour vous informer, et si vous pouvez faire la promo autour de vous, ça peut être bien. Donc, c'est Racisé versus Grindr. Et celui qui a créé ça, il s'appelle Miguel Chema. Donc, Chema avec S. S-H-E-M-A. Et il est en France. Oui. Oui.
Et bon, avec mon ancienne profession, parce que j'ai travaillé dans une association pendant 4 ans qui luttait contre le VIH, tout ce qui était santé sexuelle, et on avait fait une conférence au fait où il nous a prêté ces affiches-là. Donc, c'est comme ça que j'ai su qu'il existait. Mais je me dis, pour la culture, voilà, pour dénoncer certaines choses, pour faire évoluer les mentalités, c'est bien de faire connaître son travail, quoi. Oui, 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 ça va. Ouais, comme il est en France, peut-être que toi, si tu le rencontres, ouais, Sinon, je suggérerais de le mettre peut-être sur la page de Expression Mix. Et ouais, du de son coup, site. peut-être qu'il y aura plusieurs d'autres personnes aussi qui voudront bien partager ou prendre, témoigner, prendre pour eux-mêmes, ce serait bien. Et un dernier mot à Brahim et un dernier mot aussi pour clore cet Merci. échange. En ce qui me concerne, et ce que je dis toujours à chaque fois quand une intervention de ma part se termine, c'est qu'elle m'aide toujours en fait à me construire. Souvent, quand j'interviens en milieu scolaire, je dis aux élèves, j'aurais aimé être à leur place et qu'on m'explique un certain nombre de choses avant, parce qu'avant, de mon époque, j'avais pas de repères, donc il a fallu que je vive dans le silence jusqu'à plus de 30 ans. D'où les interventions comme celle-ci, donc elles sont vraiment importantes et le travail que vous faites écran mixte, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Après, effectivement, il y a le livre, ça c'est intéressant, mais il y a aussi tout ce qui se joue, les jeux de scène, tout ça. Je vous parlais de la pièce La Chouma, qui est en train de tourner en France. Ça va jouer à Paris pendant 3 semaines dans une salle parisienne. Ouais, si jamais vous arrivez à la voir en Belgique, c'est bien parce que à Bruxelles et là où vous voulez, c'est important parce que le jeu de scène, il est encore plus fort parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément accès, surtout chez les plus jeunes, à la littérature, aux livres et autres. Et le jeu de scène, c'est quelque chose de formidable. On est allé dans les Hautes-Pyrénées il y a quelques semaines où la pièce a été jouée en public dans une commune et aussi auprès d'un groupe d'élèves. Et j'avais 2, 3 élèves, une qui s'est mise à pleurer en disant comment c'est possible ça en fait. Et on a affaire aussi à une catégorie de jeunes qui sont assez sensibles. Assez sensibles. Et je pense que c'est aussi important de communiquer ainsi en fait. Ben, moi, je vais dans le même sens que Brahim. Donc, vraiment, je remercie Federico et puis Raphaël et toute l'équipe d'Expression Mixte parce que je sais qu'il y a des bénévoles, il y a des gens qui donnent de leur temps. Vraiment, merci infiniment pour ce que vous faites. Surtout que ce que vous faites a un impact, pas simplement ici en Belgique. Vous le numérisez, vous le mettez sur les réseaux sociaux, donc ça va beaucoup aider également en Afrique. Donc, vraiment bravo, c'est vraiment très, très noble ce que vous faites. Et moi, je suis prêt à apporter ma pierre à l'édifice, voilà, que je sois ici, au Bénin, en Afrique ou à Montréal. Moi, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à déconstruire les préjugés dans nos communautés. Et je sais que plusieurs jeunes aujourd'hui, plusieurs militants aujourd'hui en Afrique sont très engagés. Sur le continent américain, j'allais dire, sur le continent africain, il y a vraiment les jeunes d'aujourd'hui sont très, très engagés. Je les vois, ils prennent des risques. Il faut savoir, ils vivent en Afrique, hein, ils ne vivent pas en Occident. J'ai même comme l'impression qu'ils sont plus engagés que ceux d'Occident qui arrivent, la vie est belle et puis ça passe juste à jouer, je ne sais pas, au beau, sur les réseaux sociaux. C'est rare de voir des personnes vraiment engagées comme ça qui consacrent leur vie. Mais en Afrique, vraiment, ben, ils savent que leur vie en dépend, hein, leur survie en dépend. Donc, c'est vraiment bravo pour le contenu que vous faites parce que vous produisez vraiment du contenu à disposition de tout l'espace francophone. Voilà, merci. Alors, on connaît justement un peu le Maroc, Casablanca. Il faudrait qu'on s'organise une marche des fiertés, Casablanca, le Bénin, non? Ce serait magnifique, c'est le rêve, ce serait magnifique. Une marche. Ah oui, oui, oui. Bah oui, on fera dans une Pride.
Paris, Dakar, Cotonou, Maroc, Rabat. Voilà. Ce serait très bien. Merci beaucoup. Alors, moi, je dis, j'encourage à tous de s'affirmer, mais surtout aussi de continuer à sensibiliser chacune de son côté. Mais vraiment, ce sont les petites pierres qui feront vraiment l'édifice. Donc, continuons à sensibiliser, à éduquer. Et au sein de la communauté, de ne pas se faire du tort, mais de rester dans la bienveillance pour tous. Merci. Merci. Merci à toi. Tu as animé.